juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert. Avant de commencer l'épisode, je vous invite avec plaisir à l'atelier Comment évoluer en entreprise. Le vendredi 10 juin à 9 heures par Zoom. Vous trouverez le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, dans mes posts LinkedIn et sur Instagram dans ma bio. En effet, s'investir pour rendre un travail de qualité est nécessaire, mais insuffisant. Vous pourriez progresser en entreprise, mais vous ne savez pas comment y parvenir. Dans cet atelier, vous découvrez les différentes perspectives d'évolution qui s'offrent aux juristes et vous appréhenderez également les différents moyens de faire avancer votre carrière. Au programme, d'un côté, il y aura l'évaluation de votre situation et de l'autre côté, l'identification de vos moyens d'évolution. Au niveau de l'évaluation de votre situation, on déterminera vos perspectives d'évolution et on identifiera une manière d'investiguer. Comment investiguer en entreprise ou à l'extérieur pour trouver des opportunités, des perspectives. Deuxièmement, identifier les moyens d'évolution. On s'intéressera premièrement aux erreurs à éviter quand on cherche à évoluer. Deuxièmement, aux qualités qui permettent d'évoluer. Quelles sont vos qualités qui vont vous permettre d'évoluer en entreprise? Et troisièmement, les compétences à développer. Quelles sont les compétences qui vont vous permettre de vous développer et donc d'évoluer? En pratique, une fois inscrit par le lien communiqué dans les notes de l'épisode, le lien de connexion Zoom vous sera communiqué par mail pour le vendredi 10 juin à 9 heures. Et si vous avez envie de revoir l'atelier ou si vous devez vous absenter avant la fin de l'atelier ou si vous avez déjà un engagement ce jour-là et que vous souhaitez réellement bénéficier du contenu de cet atelier, je comprends tout à fait, je vous propose un replay. Donc en résumé, il y a un atelier carrière Comment évoluer en entreprise le vendredi 10 juin de 9 heures à 11 heures avec 1 heure de questions par la suite entre 11 heures et 12 heures. C'est sur inscription, le lien d'inscription est dans les notes de l'épisode. C'est limité à 20 personnes, donc attention, allez rapidement vous inscrire pour avoir votre place. Et il y aura un replay pour les inscrits pour bénéficier du contenu si vous voulez le revoir. J'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer ou à vous revoir les juristes talentueuses et talentueux lors de cet atelier. Je vous dis à très bientôt et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, les juristes talentueuses et talentueux, je vous partage les 10 pistes pour évoluer en entreprise. Lors des ateliers que j'anime à l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise, et lors des entretiens exploratoires gratuits et confidentiels, je vous le rappelle, que je vous propose sur mon site internet, qui sont sans engagement également, vous me partagez souvent que vous êtes en poste depuis 3, 5, 7, 10, 15 ans, en qualité de juriste d'entreprise, en qualité de notaire, d'avocat, de responsable juridique, de directeur juridique, et vous ne voyez pas d'autre solution pour évoluer. Vous avez l'impression d'être dans une situation de blocage et pourtant vous ne vous voyez pas partir ni vous former à une autre spécialisation. Et pourtant, vous êtes toujours animé par une envie profonde d'apprendre et d'évoluer. Vous voulez donc des conseils pour identifier les perspectives et les opportunités. Pour d'autres juristes, il s'agit de trouver les bons arguments pour poursuivre leur évolution en interne. Comment obtenir le poste de directeur juridique, par exemple, dès lors que vous avez déjà la charge du management, des recrutements, de l'organisation et de la structuration des différents pôles juridiques au sein de votre service, des budgets, des formations et que vous siégez au COMEX ou au CODIR. C'est également le cas pour les juristes qui identifient par exemple un besoin de digitalisation ou un besoin de communication accrue avec les opérationnels pour revoir notamment les circuits et les process entre eux et vous. C'est également le cas lorsque vous identifiez un besoin de rationalisation du volume des échanges, des demandes par périmètre et par enjeu, et également par enjeu en termes financiers et par enjeu en termes de temps. Et parfois, vous identifiez également un besoin d'être mis dans la boucle des dossiers bien en amont de la phase finale du projet, et non juste à la fin pour la revue de quelques clauses juridiques. Ces juristes partagent souvent leur impression de ne pas être entendus la première fois, où ils proposent leurs idées, alors que pour eux, ça semble évident que leurs idées sont bonnes à prendre, puisqu'il y a moyen de rationaliser. Et ils ne savent plus comment proposer leurs idées pour se faire entendre et faire évoluer les choses. Il y a également les juristes qui ont envie de changer d'environnement professionnel, ils sont curieux de découvrir une autre organisation, un autre secteur d'activité, d'autres méthodes de travail. Ils veulent saisir leur chance d'évoluer et de poursuivre leur découverte du monde de l'entreprise, tout simplement. Comment trouver les opportunités dans ce cadre-là, sans perdre trop de temps, sans gaspiller leur énergie à répondre aux offres? Quelle serait la stratégie à adopter pour être efficace dans ce cas-là?
C'est ce que nous élaborons ensemble dans l'accompagnement mobilité. Nous déterminons une stratégie pour éviter l'éparpillement, le gâchis de votre énergie, de votre temps, et nous nous focalisons sur votre objectif de manière stratégique. Il y a également les juristes qui sortent d'un environnement difficile, qui ne leur correspond plus, soit en termes de valeur, soit en termes de communication, soit en termes de management, soit en termes de rythme de travail, soit en termes de volume de travail, sans les moyens humains et digitaux pour y faire face, tout simplement un manque d'humanisation bien souvent. Ce peut être une divergence de point de vue également, un refus d'obtenir plus de moyens, un burn-out, une maladie, du harcèlement, un licenciement douloureux. Comment rebondir après une telle épreuve? L'accompagnement mobilité répond également à cette nouvelle phase de vie et nous élaborons une stratégie qui va respecter votre rythme, vos valeurs, vos besoins, afin de trouver un environnement humain qui vous correspondra au quotidien et vous permettra de retrouver votre énergie, votre dynamisme et votre satisfaction. Enfin, il y a les juristes qui s'interrogent sur leur vocation. Est-ce que est-ce que je vais bien exercer mon métier toute ma vie? Sinon, quoi faire? Vers quoi me tourner? Comment trouver ce que j'aimerais faire à l'avenir? Mais surtout, comment vérifier que ce n'est plus ce que je veux faire, le métier de juriste? Et comment en être sûr concrètement? Et ce fut mon cas, un tournant de ma vie professionnelle pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Cette question de ma vocation est apparue et j'ai mené ma réflexion pour comprendre, puis identifier ce que j'aimais faire et ce qui ne me convenait plus dans mon métier. Qu'est-ce qui me nourrissait? Et j'avais aussi besoin de vérifier que mon choix d'une reconversion professionnelle à 100% avec la création de mon entreprise était le bon choix. Ok. C'est comme cela que j'ai décidé de démissionner pour créer mon cabinet de consulting et de coaching en transition professionnelle pour les professionnels du droit. Et j'ai eu besoin de ce temps de réflexion pour approfondir mon projet. Et donc, je me suis formée à ces nouveaux métiers, donc coach professionnel certifié en PNL, en programmation neurolinguistique, puis consultante certifiée en bilan de compétences et en transition professionnelle. Et en parallèle de tous ces métiers liés donc au coaching et aux transitions professionnelles, je me suis également formée au métier de l'entrepreneuriat. Donc, puisque j'ai un organisme de formation certifié Calliope, donc j'ai dû passer dans l'audit Calliope, donc je suis soumise au code du travail. Je me suis également formée au marketing digital. Sans marketing digital de nos jours, on a du mal à faire vivre son entreprise. Il faut se servir des réseaux sociaux. Et j'ai retrouvé avec plaisir le droit des sociétés également, avec la SASU, avec le RGPD, la comptabilité de l'autre côté, l'analyse financière, les projections financières, les prêts bancaires, la négociation contractuelle avec les banques, etc. Les contrats clients B2B ou B2C, quand je travaille avec soit les particuliers, soit les entreprises. Les contrats avec les prestataires également, les prestataires de services, notamment pour le site Internet, pour les réseaux sociaux, pour les coachs éventuellement, quand je fais appel à des coachs complémentaires à mon activité. Le droit, en fait, fait partie de ma vie quotidienne et c'est un super challenge, un super défi pour moi. Et pour terminer, il y a aussi la catégorie des juristes qui anticipent leur projet professionnel à 5 ans ou 10 ans. Également, les juristes qui anticipent leur départ à la retraite. Soit ils ont envie de devenir experts dans leur domaine pour ceux qui restent en activité, soit ils veulent devenir responsables juridiques ou directeurs juridiques, soit ils ont envie de s'orienter vers des métiers annexes, connexes à la profession juridique. Mais comment s'y retrouver et poser les bonnes actions pour atteindre leur objectif à 5 ans ou à 10 ans? C'est ce que nous travaillons dans l'accompagnement orientation, qui est un bilan de compétences pensé et dimensionné pour la profession des juristes. Il s'agit de définir le projet professionnel en s'appuyant sur un cahier des charges précis pour élaborer un plan d'action structuré afin d'atteindre son objectif, donc votre objectif, avec des étapes à court terme, à moyen terme et à long terme. Court terme, c'est 1 an, moyen terme, c'est 3 ans, 5 ans, long terme, c'est 5 ans, voire plus. Dans ce cadre, vous posez une pierre après l'autre pour construire votre projet professionnel. Voilà, je voulais vous partager tous ces exemples que je rencontre au fur et à mesure de mes accompagnements, de mes ateliers, des entretiens exploratoires gratuits et confidentiels que je propose pour vérifier que c'est le bon moment pour vous, que votre situation nécessite un accompagnement, que l'on est en phase pour travailler ensemble également. Voilà, alors maintenant on va s'intéresser aux 10 pistes d'évolution qui s'offrent à vous pour évoluer en entreprise, dès lors que vous souhaitez évoluer en entreprise. Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser au job crafting. Ensuite, à la mobilité interne. Ensuite, à la mobilité externe.
Quatrièmement, à la mobilité horizontale. Cinquièmement, à la mobilité verticale. Sixièmement, à la transition professionnelle d'avocat salarié, d'avocat collaborateur, d'avocat associé, de notaire, d'huissier, de procureur, de magistrat vers la fonction et le métier de juriste en entreprise. Septièmement, on va s'intéresser à la transition professionnelle de juriste d'entreprise à avocat en cabinet par la passerelle dédiée aux juristes qui exercent depuis plus de 8 ans. Huitièmement, on va s'intéresser à la transition professionnelle vers un métier connexe. Neuvièmement, on va s'intéresser au management de transition. Et dixièmement, à la reconversion professionnelle, s'orienter vers un nouveau métier. On commence tout de suite par le job crafting. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ne pas tout révolutionner. Le job crafting vous permet de redéfinir votre périmètre et vos missions de votre poste actuel. En effet, il ne s'agit pas de tout révolutionner, comme je viens de vous le dire, mais un ou deux ajustements peuvent vous permettre de retrouver l'épanouissement et la satisfaction quotidienne en vous reconnectant à ce que vous aimez faire pour éliminer ce qui vous désénergise, ce qui vous vide en énergie ou ce qui vous pèse au quotidien. Par exemple, j'ai accompagné en bilan de compétences une ancienne avocate qui avait quitté l'avocature depuis 4 ans et qui était juriste contentieux dans une équipe de, il me semble, une cinquantaine de juristes contentieux. Elle se posait la question de sa vocation car le contentieux l'ennuyait de plus en plus et les émotions fortes de ses clients particuliers, parce qu'elle n'accompagnait que des particuliers, l'épuisaient au quotidien. En revisitant tout son parcours, il est apparu que ce qui la nourrissait intellectuellement et relationnellement à l'époque où elle était avocate, c'était la médiation. Elle s'était formée à différentes techniques de médiation à l'époque, notamment la communication non violente. Et elle a donc élaboré un nouveau projet professionnel pour proposer de la formation en médiation à ses collègues juristes contentieux à hauteur de 25% de son temps, avec un rattachement fonctionnel à la direction de la formation à hauteur de 25% également. Elle a retrouvé donc du sens à son métier en proposant cela. Ça a été très, très bien accepté par sa direction, donc ils l'ont mis en place. Et ses échanges se passaient aussi mieux avec ses clients suite à cela. Et elle s'est vue confier la mission, en plus, donc sa direction lui a proposé la mission d'assister ses collègues lors des négociations d'honoraires avec les avocats qu'ils consultaient dans le cadre de leur contentieux, pour fluidifier les échanges avec ses avocats, parce que parfois ils étaient tendus, pour ses collègues juristes qui n'étaient pas habitués à négocier des honoraires avec les avocats. Donc, en fait, elle est arrivée à un moment donné, en identifiant dans son passé ce qui l'épanouissait le plus dans son premier métier qui était l'avocature, elle a pu transférer sa compétence en médiation sur son métier actuel de juriste contentieux et en ayant l'audace et le courage de proposer son idée, son projet professionnel, de discuter tranquillement des modalités avec les différentes directions également, elle a vu son poste évoluer vers un poste plus vaste en termes de médiation. Elle a maintenant un poste à hauteur de 50% en médiation et 50% juriste contentieux. Donc, elle est arrivée à trouver un équilibre sur son poste entre deux métiers hybrides sur son poste. Voilà. C'était la première piste d'évolution, le job crafting, quand on ne révolutionne pas tout et qu'on reste sur son poste. Et bien souvent, c'est ce qu'on identifie lors des bilans de compétences, puisque on ne peut pas non plus tout révolutionner tout le temps au cours de sa carrière. Il y a aussi des contraintes personnelles, familiales, financières, qui font qu'à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions en interne pour ne pas prendre trop de risques et mettre en danger les autres périmètres de sa vie, d'accord, privé, personnel, familial, etc. Deuxième piste d'évolution, la mobilité interne. Il s'agit d'évoluer au sein de son entreprise. Plusieurs opportunités s'offrent à vous en fonction de la taille et des projets de votre entreprise. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez évoluer au sein de votre service, soit vous souhaitez évoluer au sein d'un autre service. Okay. Donc, quand vous évoluez au sein de votre service, vous avez deux choix. Soit vous élargissez votre périmètre d'expertise en acquérant une nouvelle expertise sur votre poste. Dans ce cas, vous devez identifier les nouveaux besoins au sein de votre entreprise pour proposer de vous former à tel ou tel sujet. D'accord? Ça s'apparente au job crafting qu'on vient de voir. Hein. Donc, dans ce cas-là, vous faites un audit des besoins des opérationnels, de la direction, des clients, quel goulot d'étranglement apparaissent sur quel sujet, quelle est la volumétrie de demande qui a le plus augmenté sur les dernières semaines, sur quel sujet ça a le plus augmenté. Et donc, dans ce cas-là, vous prenez le temps d'élaborer votre projet professionnel suite à cet audit. Vous identifiez éventuellement vos besoins en termes de formation et le budget nécessaire pour acquérir cette nouvelle expertise. Deuxième choix, si vous souhaitez évoluer au sein de votre service, c'est d'évoluer vers des fonctions de management. Dans ce cas-là, tout dépend des postes vacants à venir ou des créations de postes en cours.
Renseignez-vous auprès de votre hiérarchie, de la DRH, de vos collègues. Faites aussi un audit des besoins en interne, en commençant par les besoins de vos collègues, de vos interlocuteurs réguliers et de votre hiérarchie. Identifiez ici également vos besoins en termes de formation en management. Quels sont vos besoins pour vous former au management? Est-ce que vous privilégiez l'auto-formation, ce qui est tout à fait possible? Est-ce que vous privilégiez plutôt une formation officielle par l'entreprise? Si vous souhaitez évoluer donc en interne, mais au sein d'un autre service, vous avez trois choix. Soit vous souhaitez évoluer vers le même type de poste avec la même expertise. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez regarder la banque des offres d'emploi en interne si elle existe, ou alors discuter avec votre hiérarchie, vos collègues, vos interlocuteurs réguliers pour identifier les besoins. Soit vous souhaitez élargir votre périmètre d'expertise pour acquérir une nouvelle expertise. Et dans ce cas-là, vous devez identifier les nouveaux besoins au sein de votre entreprise dans les autres services pour proposer de vous former à tel ou tel sujet. C'est comme tout à l'heure. Donc, vous allez faire un audit des besoins des opérationnels, de la direction des clients, des goulots d'étranglement, des demandes qui reviennent très fréquemment, mais sur les autres services. Donc, vous allez élargir votre audit. OK? Et suite à cela, vous allez prendre le temps d'élaborer votre projet professionnel. Vous allez identifier éventuellement également vos besoins en termes d'auto-formation et de formation et le budget nécessaire. Si vous faites financer ces formations par l'entreprise, il faut identifier le budget. Ça rentrera également dans la négociation. Soit, troisième choix, vous décidez d'évoluer dans un autre service, mais vers des fonctions de management. Dans ce cas-là, tout dépend des postes vacants à venir ou des créations de postes en cours. Renseignez-vous auprès de vos collègues, vos interlocuteurs réguliers, votre hiérarchie, les DRH. Faites aussi un audit des besoins en interne, en commençant par les besoins de vos collègues. Quels sont leurs besoins concrètement? Dans les autres services, je veux dire. Identifiez ici également vos besoins en formation, enfin en auto-formation, en formation et les budgets nécessaires. Les budgets en termes financiers et aussi les budgets en termes de temps dans ce cas-là. Parce que ça va vous demander du temps même si vous vous auto-formez. D'accord? Voilà pour la deuxième piste d'évolution pour les mobilités en interne, soit au sein de votre service, soit au sein d'un autre service. Soit vous restez sur de l'expertise, soit vous allez vers des fonctions de management. Troisième piste, la mobilité interne. Il s'agit d'évoluer au sein d'une nouvelle entreprise afin de ne pas s'éparpiller, de ne pas s'épuiser et de partir dans tous les sens en gaspillant son temps et son énergie. Il s'agit de définir une stratégie de ciblage claire et précise. Donc, dans cette stratégie de ciblage, on cible la taille de l'entreprise. Est-ce que vous visez les entreprises familiales, les startups, les PME, les ETI, les grands groupes français, les grands groupes à l'international? Quelle est la localisation de l'entreprise que vous visez? Quel est son secteur d'activité? Peut-être un secteur réglementé. Quelle est sa santé économique? Est-ce que vous visez les entreprises en hypercroissance, en croissance, qui stagnent ou en difficulté? Quelles sont les politiques en termes de télétravail, en termes d'organisation du travail, en termes de gestion des talents? Quelle est également sa politique en termes de digitalisation ou non de la direction juridique? Où est-ce qu'ils en sont? Je vous rappelle qu'il n'y a que 1 à 2 des directions juridiques qui sont digitalisées au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc le chantier est énorme pour les 10 années à venir. Puis, vous devez définir votre projet professionnel. Donc, premièrement, soit vous souhaitez évoluer vers le même type de poste avec la même expertise en externe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais du coup, c'est en externe. Soit vous souhaitez acquérir une nouvelle expertise, toujours en externe. Donc, vous devez identifier en amont vos besoins d'auto-formation et éventuellement prévoir dans votre négociation contractuelle la prise en charge d'une formation. Troisièmement, soit vous voulez évoluer vers des fonctions de management. Vous devez identifier en amont vos besoins d'auto-formation et éventuellement prévoir donc dans votre négociation contractuelle la prise en charge de cette formation. OK? Donc, on récapitule les pistes pour la mobilité externe. C'est soit vous évoluez sur le même type de poste avec la même expertise, soit vous évoluez vers une nouvelle expertise, soit vous évoluez vers du management. OK. Et donc, en fonction de la stratégie définie pour cette mobilité externe, qui dépend donc de votre niveau de responsabilité et de votre temps disponible, vous allez cibler différents types de stratégies. Donc, soit vous ciblez 10 entreprises et vous cherchez à entrer en contact avec les décideurs de ces entreprises par l'intermédiaire de votre réseau. Cela est tout indiqué lorsque vous restez dans le même secteur et que vous côtoyez déjà des membres actifs de ces entreprises par vos dossiers, votre réseau, les associations que vous côtoyez tous ensemble, etc., propres à votre réseau à votre secteur d'activité. À ce propos, je vous invite à écouter les 2 podcasts relatifs au réseau, au networking et alors j'ai juste perdu le fil. Voilà.
Je vous invite donc à ce propos à écouter les 2 podcasts relatifs au réseau, au networking et au marché caché. Ce sont les podcasts 4 et 5 sur le site jurinova.fr. Vous avez également l'article de blog correspondant si vous préférez l'écrit à l'audio. Et en exemple, actuellement, j'accompagne une directrice juridique qui cherche à bouger sur les 18 mois à venir et donc cette personne souhaite rester dans son secteur d'activité. Donc elle est passée par cette stratégie. Donc elle a ciblé ses entreprises, elle a ciblé 8 entreprises et elle est en train maintenant de réseauter pour, savoir quels sont les besoins, pour faire son audit en fait. Savoir quels sont les besoins dans telle ou telle entreprise, quelle est l'ambiance de travail, quels sont les grands projets, les évolutions possibles, comment elle pourrait se positionner et cetera, pour pouvoir, justement se positionner concrètement et être recommandée peut-être à un moment donné si dans les 18 mois à venir, dans ces 8 entreprises, il y a des opportunités qui se présentent. OK? Voilà. Donc, une autre stratégie, c'est soit vous répondez aux offres des plateformes, ce qui est très consommateur de temps, je trouve, et souvent décourageant. C'est ce que je constate dans mes accompagnements, car vous obtenez peu de réponses et parfois les offres ne collent pas forcément à la réalité du poste. Donc, une fois en poste, vous êtes déçu parce que ça ne correspond pas à ce qu'on vous a promis. Donc, je conseille vivement dans ce cas-là les autres stratégies où vous êtes plutôt proactif et non passif à attendre une réponse, à attendre d'être convoqué à un entretien, à attendre une réponse suite à l'entretien qui parfois ne vient pas. Voilà, donc je vous conseillerais plutôt les autres stratégies. Soit vous privilégiez une seule plateforme et là, pour le coup, je vous conseille LinkedIn dans ce cas. Ce qui vous permet, en travaillant correctement vos mots-clés sur votre profil, et c'est ce qu'on apprend hem, dans l'accompagnement mobilité, on a tout un module sur le profil LinkedIn. Vous avez 19 vidéos et conseils, enfin 19 vidéos propres à des points concrets de votre profil pour l'améliorer, pour l'optimiser, pour ressortir dans les moteurs de recherche, d'accord? Ça fait partie de l'accompagnement mobilité. Je vous aide à créer un profil LinkedIn impactant et grâce à vos mots-clés, vous êtes identifié par les recruteurs, OK? En plus, en utilisant LinkedIn, vous continuez à rester informé, de ce qui se passe dans les entreprises parce que c'est il y a le fil d'actualité, donc vous pouvez également lire toutes les actus sur les entreprises et c'est un excellent outil de networking également, d'accord? Vous pouvez faire grossir votre réseau grâce à cet outil de networking, les groupes, la messagerie privée, répondre aux posts, mettre des commentaires en post pour vous faire connaître, d'accord? Participer à notamment des podcasts si vous pouvez être interviewé également. OK, c'est vraiment très intéressant. Une autre stratégie encore, c'est soit vous privilégiez les cabinets de recrutement, spécialistes de votre métier, de votre secteur d'activité ou de votre zone géographique. En effet, des cabinets sont spécialisés pour les juristes de moins de 7 ans, pour les juristes de 7 à 15 ans, pour les juristes responsables juridiques et directeurs juridiques à l'international, il y a également des cabinets de recrutement spécialistes des responsables juridiques ou que des directeurs juridiques qu'en France ou qu'à l'international, d'accord? Il y a également des cabinets de recrutement spécialisés dans le management de transition, donc on va l'aborder tout à l'heure. Attention, une distinction est à faire au niveau des cabinets entre ceux qui travaillent exclusivement pour des entreprises françaises sur le marché français et ceux qui travaillent à l'international. Ce ne sont pas les mêmes cabinets, bien souvent. D'où l'importance de définir précisément, de clarifier en amont votre projet professionnel pour définir votre cahier des charges. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? Qu'est-ce qui va vous convenir? Qu'est-ce qui va vous correspondre? Donc, nous prenons le temps de cibler correctement ces cabinets. Si c'est la stratégie que vous retenez pendant l'accompagnement mobilité, on cible correctement ces cabinets. Moi, j'ai une liste d'environ 40 cabinets de recrutement et chasseurs de tête et on va aller cibler lesquels vous correspondent. Vous n'allez pas aller démarcher 40 cabinets, d'accord? Voilà pour la mobilité, externe. Nous allons passer maintenant à la quatrième piste, la mobilité horizontale. Soit vous souhaitez évoluer vers le même type de poste avec la même expertise en interne ou en externe, comme nous venons de le voir. Pour cela, je conseille de clarifier son projet professionnel en amont, en procédant étape par étape et en commençant par l'interne, puis en extrapolant à l'externe vos recherches une fois que vous avez fait votre audit de l'interne. À savoir clarifier si vous voulez quitter votre entreprise ou si vous voulez d'abord exploiter toutes les opportunités en interne avant de lancer vos démarches à l'externe. Car si vous n'avez pas vraiment envie de quitter votre entreprise avec les risques que cela comporte, hein, notamment au niveau de la période d'essai, au niveau du fait de tomber dans une équipe qui n'est pas forcément bienveillante et qui ne va pas forcément vous convenir, ou d'une équipe trop collaborative ou trop compétitive, etc. Ou alors de devoir reconstruire aussi tout votre réseau. Si vous changez totalement de secteur d'activité, de zone géographique, vous pouvez également appréhender
cette obligation de devoir reconstruire votre réseau comme si vous aviez l'impression de repartir à zéro. OK? Et dans le cas où vous êtes prêt à réellement quitter votre entreprise, si c'est acquis pour vous, si c'est sûr pour vous, actez bien le fait que vous renoncez à poursuivre vos démarches en interne pour éviter de vous disperser et de revenir de temps en temps en interne, d'accord? Ne cherchez pas à courir plusieurs lièvres à la fois, un seul projet à la fois, sinon vous allez vous éparpiller, vous allez perdre du temps, vous allez gaspiller votre énergie et vous allez vous démotiver rapidement parce que vous ne verrez pas de résultats concrets. OK? D'autant plus que le reste de votre vie continue à s'écouler. Donc vous avez tous vos autres rôles que vous devez encore combler, c'est-à-dire, votre rôle professionnel, puisque vous êtes bien souvent en poste. Si vous êtes chargé de famille, si vous êtes en couple, si vous êtes responsable d'associations, d'activités sportives, culturelles, et cetera. Attention à ne pas vous disperser. Alors, en mobilité horizontale, vous pouvez sinon donc premièrement, c'était d'évoluer vers la même expertise, OK, ou vous pouvez avoir envie d'acquérir une nouvelle expertise en interne ou en externe. C'est ce qu'on a vu au-dessus, hein. Et dans ce cas-là, vous devez également clarifier votre projet professionnel. C'est valable ici également. Soit vous commencez par l'interne, vous cherchez d'autres expertises à exploiter en interne, soit vous renoncez à l'interne et vous concentrez vos efforts de recherche, de ciblage sur l'externe. Donc, vous devez bien identifier en amont vos besoins d'auto-formation, c'est ce que je disais précédemment, et éventuellement prévoir dans votre négociation contractuelle la prise en charge d'une formation. OK? Cinquièmement, la mobilité verticale. Vous voulez évoluer vers des fonctions de management. Donc, deux axes sont à clarifier ici dans votre projet professionnel en amont, avant d'entamer vos démarches. Soit vous visez l'interne, soit vous visez l'externe. Donc, soit vous commencez par l'interne, soit vous renoncez à l'interne et vous vous concentrez vos efforts sur l'externe. OK, donc en interne, soit vous décidez d'évoluer au sein de votre service ou au sein d'un autre service. À vous de le décider, de le définir. Dans ce cas-là, tout dépend des postes vacants à venir ou des créations de postes en cours. Donc, dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure, hein, vous vous renseignez auprès de vos collègues, de votre hiérarchie, de vos DRH, de vos interlocuteurs réguliers. Vous faites un audit des besoins en interne, en commençant par les besoins de vos collègues, les besoins de ces interlocuteurs réguliers, de votre hiérarchie, ok, pour identifier les opportunités, les perspectives. En externe, vous devez clarifier votre stratégie, comme je vous l'ai décrite dans la piste 3, relative à la mobilité externe. Donc, vous devez cibler et affiner les critères de votre recherche en externe grâce à un cahier des charges précis. Quelle est la stratégie que vous retenez? Vous gagnerez du temps dans vos recherches en ciblant directement les entreprises qui vous intéressent. En fait, que ce soit en interne ou en externe, hein, pour résumer, je vous conseille d'identifier en amont vos besoins d'auto-formation et formation, ainsi que le temps à y consacrer et le budget pour financer ces formations. Prévoyez également ce point dans votre négociation contractuelle à venir, la prise en charge d'une formation financièrement. Et en termes de temps, si vous faites également cette formation sur vos heures de travail, prévoyez bien cette négociation, ces deux points au moment de la négociation, hein, la prise en charge financière d'une formation et le fait que cette formation aura lieu sur vos heures de travail. Voilà, ça c'était pour la cinquième piste. Il nous en reste encore cinq. Donc, on a vu le job crafting, la mobilité interne, externe, horizontale et verticale. OK? Maintenant, on aborde les transitions professionnelles, le management de transition et la reconversion professionnelle. Donc là, il y a un petit peu plus de révolution. Alors, sixième piste, la transition professionnelle d'avocat salarié, d'avocat collaborateur, d'avocat associé, de notaire, d'huissier, de procureur, de magistrat, peu importe votre métier dans le milieu du droit, j'oublie les greffiers, les clercs de notaire, etc., hein. Ça peut être tous les profils professionnels du droit. Dès lors que vous envisagez une transition professionnelle à juriste en entreprise, dès lors que vous souhaitez quitter les cabinets pour intégrer le monde de l'entreprise. Il s'agit donc de rejoindre le monde de l'entreprise après une première partie de carrière en cabinet. Ici aussi, clarifiez bien votre projet professionnel en amont pour correctement cibler vos recherches. Vous souhaitez intégrer un service existant avec de nombreux juristes, en qualité de juriste ou en qualité de manager. Comment vous allez vous positionner? Ou alors, vous souhaitez intégrer une entreprise sans service juridique où tout est à construire en pilotant les consultants, les avocats, puis en créant peu à peu votre équipe sur les 3-4 premières années. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Je prends volontairement des extrêmes sur les exemples, c'est vraiment pour vous faire réagir, pour vous faire penser aux opportunités dans votre projet professionnel. Il y a également des projets professionnels intermédiaires. Vous souhaitez peut-être intégrer une équipe de juristes pour mettre en place la digitalisation et rationaliser les process, ou vous souhaitez intégrer une direction juridique déjà digitalisée, où les process sont très bien établis, soit en qualité de juriste, soit en qualité de manager.
OK? À vous de jauger où est-ce que vous souhaitez vous positionner, comment vous souhaitez vous positionner, comment vous vous voyez à 3 ans et à 5 ans. Je vous conseille vivement de prendre le temps de la réflexion pour cela, pour mettre par écrit votre projet professionnel de manière très précise, pour le clarifier, ce projet professionnel, pour avoir un plan d'action très clair sur ce que vous vous sentez capable également de réaliser et ce que vous ne vous sentez pas capable de réaliser. Ce qui vous booste et ce qui ne vous booste pas du tout. OK? Je vous accompagne à clarifier ce projet professionnel dans les accompagnements orientation, donc le bilan de compétences, et dans l'accompagnement mobilité. Je vous offre une méthode structurée et pensée pour vos profils de professionnels du droit, afin que vous ayez un plan d'action défini, clair et précis. Voilà pour cette 6e piste. Nous abordons maintenant la 7e piste. Encore une transition professionnelle, mais dans l'autre sens, à l'inverse, de juriste d'entreprise à avocat en cabinet avec la passerelle, la possibilité pour les juristes de valider leurs 8 années d'expérience pour pouvoir devenir avocat avec un examen sur la déontologie notamment. Il s'agit donc du chemin inverse, hein. Vous quittez le monde de l'entreprise avec la force de votre réseau constitué, de vos méthodes de travail pragmatiques, de votre capacité à interagir avec des opérationnels et vos solutions pragmatiques pour servir vos clients à travers le cabinet libéral. Ok. Dans ce cas, il s'agit en amont de clarifier votre projet professionnel. Voulez-vous intégrer un cabinet existant en qualité d'avocat salarié ou d'avocat collaborateur? Si oui, quelle taille, quel management, quelle clientèle? Quelle spécialité vous souhaitez exercer? Quel rythme de vie vous souhaitez avoir également? Quelle méthode de travail vous avez envie de privilégier? Est-ce que ce sera du 100% digital ou plutôt du conventionnel ou un mixte entre les deux? Qu'est-ce que vous visez? Et où souhaitez-vous sinon, si vous souhaitez créer votre propre cabinet, donc soit vous souhaitez intégrer un cabinet existant, soit vous souhaitez créer votre propre cabinet. Donc, où souhaitez-vous créer votre cabinet déjà? Sur quelle niche? Seul ou à plusieurs? Quelle clientèle visez-vous et quelle méthode de travail privilégiez-vous? 100% digital ou conventionnel ou un mixte entre les deux? OK? Je vous cite mon exemple en qualité de chef d'entreprise, hein. J'ai cherché un cabinet d'avocats pour mon organisme de formation, ma société, etc. Et je voulais un cabinet d'avocats qui soit 100% digitalisé, accessible facilement et spécialiste des business 100% en ligne, avec toute la réglementation qui va avec, notamment vis-à-vis des RGPD, et qui soit spécialiste du B2B et du B2C également, et également spécialiste des organismes de formation. Donc, je voulais qu'ils prennent en charge la veille juridique, qu'ils m'informent, bien entendu, des évolutions, qu'ils m'alertent et qu'ils organisent des masterclass dès qu'une évolution sensible a lieu et que ces masterclass soient en replay, hein, parce que si c'est un jour où je suis en coaching ou en atelier et que je ne peux pas y assister, il faut absolument que j'ai quand même accès à cette masterclass. Donc, ce sont les nouvelles méthodes de travail. Qu'ils me proposent des contrats, des CGV, des CGU prêts à l'emploi sur un outil digital qui m'économise du temps, bien entendu, que tous ces contrats soient revus régulièrement dès lors qu'il y a une évolution professionnelle, qu'ils me soient communiqués et que ce soit accompagné systématiquement d'une formation librement accessible sur un outil de formation 24 heures sur 24, à ma convenance, selon mon rythme. Et puis, que je puisse bénéficier également d'un abonnement pour un accompagnement personnalisé en fonction de mes problématiques propres à mon entreprise. Vous voyez qu'il y a un forfait complémentaire en fonction des problématiques que je rencontre et quand j'ai besoin de recourir à leur service. Et qu'il y ait bien entendu des bonus sympas pour créer des liens, etc. Donc, notamment, ils ont créé un club des entrepreneurs du web pour élargir notre réseau, donc pour nous rencontrer via leur intermédiaire. D'accord? Donc, on a régulièrement des petites réunions. Et j'ai cherché pendant 2 ans, et j'ai enfin trouvé en 2021 ce cabinet, d'accord? Grâce à mon réseau en plus, pas grâce à LinkedIn ou les réseaux sociaux, grâce à mon propre réseau, d'accord? Par rapport aux autres personnes qui ont créé leur entreprise en ligne sur les 2 dernières années, ok? Voilà, donc là, je voulais vraiment vous sensibiliser à cette 7e piste qui est de passer de juriste d'entreprise au cabinet d'avocat. Il y a maintenant des possibilités d'exercer d'une autre manière son métier d'avocat, ok? 8e piste maintenant, il s'agit de la transition professionnelle vers un métier connexe, annexe à votre métier actuel. Donc les métiers juridiques, comme tous les métiers d'ailleurs, sont en train d'évoluer vers la digitalisation, les nouvelles méthodes de travail. Et donc dans ce cas-là, je vous invite vraiment à rester à l'écoute du marché en assistant à des conférences, à des événements, à des salons,
notamment le salon des transformations du droit qui se tient maintenant depuis 6 ans déjà, d'accord? Pour ma part, j'ai assisté au tout premier salon il y a 6 ans et j'avais à l'époque découvert le métier de Legal Ops, le legal design. Je ne comprenais pas encore quels en étaient les impacts à l'époque. J'ai aussi découvert la digitalisation des actes et des contrats à cette époque-là, alors que ça existait déjà dans un certain nombre d'entreprises également. Les outils de veille juridique optimisés, avec divers outils pour se faciliter la vie au niveau de la veille juridique, et les outils de signature numérique. Alors, ce dernier sujet de la signature numérique, ce n'était pas un nouveau sujet pour moi, puisque c'était le sujet de mon mémoire en master en 2004, donc ça date un petit peu quand j'étais en école de commerce, c'était mon sujet de mémoire à l'époque. Donc, ce sujet m'était familier sur les problématiques juridiques propres, mais pas sur l'aspect digital, c'est-à-dire les outils, quels étaient les outils et les problématiques que rencontraient les entreprises pour mettre en place ces outils pour sécuriser ces signatures. Donc, lors de ce premier salon, j'ai découvert les différentes fonctionnalités qui existaient pour sécuriser à plus ou moins de niveau les fameuses signatures, donc les actes derrière. D'accord? Et ça, c'était passionnant quand j'ai pu discuter avec les différentes entreprises qui mettaient cela en place. C'était passionnant d'apprendre comment ils voyaient les choses de leur point de vue en programmation, en développement technique. OK? Voilà, donc ici aussi, pour la transition professionnelle vers des métiers connexes à votre propre métier, je vous conseille de clarifier votre projet professionnel en amont afin d'explorer les pistes qui vont s'offrir à vous et qui vous correspondent surtout, d'accord? Et intégrer ça dans un projet professionnel, soit à court terme, dans l'année qui vient, soit à 3 ans, soit à 5 ans, pour avoir le temps peu à peu de vous former. Par exemple, il y a une juriste que j'accompagne actuellement, une juriste que j'accompagne en ce moment, qui est juriste bancaire en banque et qui envisage d'intégrer un poste de juriste, que ce soit responsable juridique ou directeur juridique, mais en innovation digitale dans le monde du juridique, dans un service juridique, d'accord? Et dans ce cas-là, elle s'est déjà formée. Elle a déjà une formation d'1 an, un master, il me semble, en innovation digitale juridique. Elle se forme régulièrement par des ateliers et des formations courtes, donc et en legal design également. Donc, elle bénéficie déjà d'un bagage peu à peu qu'elle cumule tous les ans pour aboutir à un moment donné à un changement de poste, en externe certainement, pour pouvoir proposer ses services sur ces sujets. OK. Donc, je vous donne quelques exemples de métiers connexes. Il y a le Legal Ops avec le Legal Design. Il y a le Contract Manager. Il y a traducteur, professeur en école de commerce ou à l'université. Coach professionnel pour les juristes, si vous voulez me rejoindre. Et pour ma part, lors de mon bilan de compétences en 2015, j'avais identifié 4 pistes, enfin 6 plutôt, 6 pistes. Donc, responsable juridique en interne, directeur juridique en externe, secrétaire général en externe, professeur en master en école de commerce, conseiller à la création d'entreprise et coach professionnel pour les salariés. À l'époque, c'était pour les salariés, c'était beaucoup plus large. Et donc, suite à ce bilan de compétences, j'ai donc été responsable juridique. Donc, j'ai évolué de juriste experte à responsable juridique. J'étais également consultante juridique plus juriste experte. Et donc, j'ai évolué à un poste de responsable juridique. Et au jour d'aujourd'hui, je suis dirigeante de mon entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise. Et vu que je porte toutes les casquettes, je suis aussi directrice juridique, secrétaire générale, mais qu'avec moi-même, puisque c'est une très petite entreprise. Et je m'appuie sur mon expert comptable, mon avocat et mon coach business pour certaines décisions stratégiques, puisque je suis mentorée pendant 2 ans pour la création. À côté de ça, j'ai également des experts sur les réseaux sociaux, le site internet, tout ce qui est marketing digital. Voilà. Donc, au quotidien, par contre, je suis coach professionnel et consultante en transition professionnelle auprès des juristes. Mais à côté de cela, j'ai également d'autres fonctions sur lesquelles je me suis formée et je me forme encore, bien entendu. Donc, suite à ce bilan de compétences, j'ai coché quelques cases déjà, comme vous pouvez le voir, et j'espère dans les années à venir pouvoir en cocher d'autres comme professeur en master en école de commerce et conseiller à la création d'entreprises. Ce sont 2 pistes qui m'attirent également. Voilà, donc là, c'était ce que je voulais vous partager sur les métiers connexes, annexes au métier de juriste en entreprise. 9e, nous allons aborder maintenant le management de transition. Qu'est-ce que le management de transition? Vous êtes dans ce cas-là un prestataire externe, recruté par un cabinet spécialiste du management de transition, cabinet de recrutement. Et vous remplissez une mission pendant quelques mois avec des objectifs très clairs, d'accord? Soit pour remplacer
un manager absent, soit pour venir en support d'un projet très important, soit en vue du recrutement de quelqu'un, mais qui va arriver beaucoup plus tard en raison d'un délai de recrutement. Voilà. Et souvent, vous êtes doté d'une forte expérience dans ce cas-là. Et vous êtes opérationnel tout de suite. Vous savez vous adapter au monde de l'entreprise, à la stratégie des entreprises très rapidement. OK? Et vous avez un mode de communication assez développé et fluide avec toutes sortes d'interlocuteurs, d'accord? Des opérationnels aux dirigeants, en passant par vos collaborateurs juristes, le marketing, les commerciaux, les financiers, etc. Vos clients internes, vos clients externes, vos prestataires internes, vos prestataires externes, d'accord? Donc, vous êtes doté d'une forte expérience. À ce sujet, il y a un article témoignage qui est publié dans le journal du management juridique et réglementaire ce mois-ci, accessible gratuitement sur le site de Village Justice. Il est passionnant cet article, donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous aurez également le lien directement dans l'article de blog sur mon site internet. Donc je vous inviterai à aller le consulter. Vraiment, il s'agit de… L'article définit ce qu'est le poste de manager de transition en qualité de juriste, responsable juridique ou directeur juridique. Et les avantages et les inconvénients sont clairement détaillés. C'est transparent, d'accord? L'auteur de cet article est Delphine Bordier. Pour ceux qui la connaissent, elle est l'hôtesse du podcast Tout droit, tout simple, que je vous conseille vivement d'ailleurs d'écouter. Elle est ancienne avocate, ancienne responsable juridique, ancienne directrice juridique. Donc, vous voyez, elle a fait plusieurs transitions professionnelles. Et aujourd'hui, elle est manager de transition et Legal Operation Officer. D'accord? Elle est donc aussi la créatrice de ce podcast dont je vous parlais, Tout droit, tout simple. Je vous mettrai également les notes le lien dans les notes de l'épisode. Et je vous conseille réellement d'écouter ce podcast car Delphine vous partage de nombreux parcours de juristes qui pourront vous inspirer. Comment ils ont transitionné sur des postes de juristes. Comment également ils ont transitionné de l'avocature au monde de l'entreprise. Comment ils ont transitionné au sein de leur entreprise. OK ? Et donc, pendant les accompagnements orientation et mobilité que je vous propose, je conseille certains de ces épisodes en lien avec vos différentes pistes de transition ou de reconversion. Cela vous aide à vous projeter, d'accord? À comprendre que vous n'êtes pas seul face à vos questions, que les questions que l'on se pose quand on est en transition professionnelle sont aussi vécues par d'autres personnes que soi-même. Et ça, c'est rassurant, bien souvent. Voilà, donc là, je voulais vous partager vraiment la 9e piste qui est le management de transition. Très intéressant. D'ailleurs, il y a un post de Delphine Bordier sur LinkedIn également qui est passionnant et je vous invite à lire les commentaires qui sont sous son post, puisqu'il y a de nombreux commentaires de directeurs, directrices juridiques qui ont occupé la fonction de manager de transition entre deux postes ou alors qui l'occupent de manière volontaire régulièrement pour justement s'enrichir systématiquement d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle entreprise et qui ont fait le choix maintenant de mener leur carrière par le management de transition. Voilà, donc ça, je ferme ma parenthèse, mais je voulais vraiment vous en parler. Et 10e point, il s'agit de la reconversion professionnelle. 10e piste. Donc, se reconvertir à 100% vers un autre métier. Votre vocation peut ne plus vous intéresser, vous avez envie d'exercer un autre métier, un nouveau métier. Vous souhaitez prendre un nouveau virage dans votre vie professionnelle et emprunter un nouveau chemin pour découvrir d'autres horizons, d'autres environnements professionnels, vous former à une autre activité, apprendre et vous développer encore pour évoluer tout simplement, mais vers un autre métier cette fois-ci. Alors ici, je vous conseille le podcast Oser rêver sa carrière, dont l'hôtesse est Marina Bourgeois, qui est une source d'inspiration en matière de reconversion professionnelle à 100%. Elle est elle-même ancienne avocate, elle vous partage le parcours de juriste reconverti qu'elle a elle-même accompagné. Je vous conseille également l'écoute de son podcast pour vous permettre de rêver et qui sait peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure. J'accompagne justement en ce moment une responsable juridique, manager de 2 personnes, qui est déjà sophrologue et hypnothérapeute en plus de son métier de responsable juridique. Et elle est à la croisée des chemins entre ces 2 métiers. Nous sommes en train de construire son projet professionnel à 1 an, 3 ans, 5 ans, afin de tenir compte de ses envies et de ses rêves d'un côté, et ses contraintes financières, familiales et personnelles d'autre part. Il faut bien tenir compte des 2 aspects, les rêves et les envies d'un côté, les contraintes financières, familiales et personnelles de l'autre. Il est important pour cette personne de prendre le temps d'explorer son parcours, ce qu'elle aime faire et ce qu'elle ne veut plus faire, ce qui la nourrit intellectuellement,
dans ces deux métiers? Est-ce qu'il la nourrit relationnellement dans ces deux métiers? Est-ce qu'il ne la nourrit plus non plus? D'accord? Nous dressons également la liste des métiers qu'elle devra apprendre à exercer si elle fait le choix à 1 an, 3 ans ou 5 ans d'exercer en tant que chef d'entreprise, en tant que sophrologue et hypnothérapeute. D'accord? Donc, parce qu'en plus d'être sophrologue et hypnothérapeute, qui sera son métier du quotidien, elle devra exercer tout un tas d'autres casquettes en tant que chef d'entreprise. D'accord? Donc, on est en train également de lister la liste des métiers qui la concerneront. OK? Et en plus de ça, on identifie bien ses besoins financiers, ses besoins professionnels, ses besoins personnels, listés à 5 ans afin d'avoir une vision réaliste de ce projet professionnel pour être sûr qu'il tient la route, d'accord? Qu'il est viable sur les 5 ans à venir. Voilà pour la liste des 10 pistes d'évolution en entreprise. Donc, je vous les résume. Vous avez le job crafting, premièrement. Deuxièmement, la mobilité interne. Troisièmement, la mobilité externe. Quatrièmement, la mobilité horizontale. Cinquièmement, la mobilité verticale. Ensuite, nous avons 3 possibilités de transition, le management de transition et la reconversion professionnelle. Sur les transitions professionnelles, la première est de passer d'avocat, notaire, huissier, procureur, magistrat, clerc de notaire, greffier, etc., toutes les professions du droit à juriste en entreprise. Septième piste, la transition professionnelle de juriste d'entreprise à avocat en cabinet avec la passerelle. D'accord? Donc là, on fait le sens inverse. D'accord? Huitièmement, la transition professionnelle vers un métier annexe et connexe. Tous les nouveaux métiers qui se développent, mais les métiers déjà existants également, notamment traducteurs. Neuvièmement, le management de transition. Et je vous invite donc à lire dans les notes de l'épisode le lien vers l'article qui va vous détailler ce fameux management de transition. Et dixièmement, la reconversion professionnelle vers un autre métier, une nouvelle aventure professionnelle. D'accord? Avec un beau challenge à la clé. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne réflexion. N'hésitez pas à me contacter pour un entretien exploratoire gratuit et confidentiel. Si vous le voulez, l'accès est sur mon site internet, hein, donc vous avez accès très facilement à mon calendrier pour prendre rendez-vous. J'espère que cela va vous donner des vraies pistes. Prenez bien le temps d'établir votre projet professionnel avant de vous lancer dans votre démarche. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.